Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie. Nous serons ensemble, en tout cas, pour 1h30 d'émission avec nos rubricards et nos invités. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un tout petit moment Ahmed Grigah Hassan pour parler des savants arabes et algériens, bien entendu, et surtout une personnalité illustre qui a marqué la guerre d'Algérie. Il s'agit donc de l'Emir Abdelkader. Il reviendra sur cette personnalité à travers aussi son parcours et surtout son engagement pour l'Algérie. Nous aurons également Hamid Belkacem sur notre plateau. Nous parlerons environnement avec lui aujourd'hui. Il nous parlera aussi de toutes ces démarches qu'ils ont menées avec l'association Récif concernant bien entendu les masques qu'ils ont offerts au niveau donc des hôpitaux, de nombreux hôpitaux. Ils ont même également donc initié d'autres associations à le faire sur le territoire national. Il nous en parlera tout à l'heure avec bien entendu des spécialistes et on aura par téléphone un médecin infectiologue qui nous parlera bien entendu aussi de ces masques qui ont été d'un grand secours au niveau donc de la réanimation. On terminera l'émission avec la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Elle viendra nous parler de son engagement et surtout soucieux, donc toutes les associations qui sont soucieuses du bon déroulement des examens qui sont prêts à être faits en septembre. Elle nous en dira plus tout à l'heure avec bien entendu les classes qui sont peut-être beaucoup d'enfants et adolescents et bien sûr élèves sont stressés par ces examens. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Ça sera ponctué de reportages bien entendu et puis bien entendu restez avec nous jusqu'à la fin pour cette bonne humeur. Allez, on va commencer tout de suite. Vous le savez, depuis l'Aïd, le masque est obligatoire, donc vous devez porter votre masque tous les jours dans les lieux publics, partout où vous allez. Pour ceux qui en ont trouvé, tant mieux, heureusement d'ailleurs. On va vous donner l'occasion de pouvoir en fabriquer. Ça vous donnera peut-être des idées, c'est tout simple, c'est tout facile. Il y a plusieurs tutos qu'on trouve sur Internet. Regardez, c'est une vidéo explicative qui vous montre différentes formes donc, de masques faits à la maison. Regardez. Bonjour à tous, alors vous avez été très nombreux à me demander un tuto pour faire un masque. Alors j'ai regardé un petit peu sur tout ce qui se faisait en ce moment et j'ai retenu cette idée, je trouve que c'est la plus simple. Donc c'est un masque qui va vous permettre de faire vos courses ou éventuellement de descendre la poubelle, etc. Donc c'est vraiment une solution de dernière minute. Alors pour ça, on a besoin d'une serviette en papier. Alors ça, vous savez, c'est les lingettes anti-poussière. Donc j'en ai pris une que j'ai découpée en deux. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre aussi du sopalin. Donc c'est ce qui va nous servir de filtre. La meilleure chose, c'est ça, mais ça aussi, ça fait très bien l'affaire. Et on a besoin de 2 élastiques. Alors, on va déplier notre serviette. On va la plier en 3. Je vais mettre mon filtre. Comme ça. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est des masques jetables, évidemment. Donc on la plie en 3. Je vais venir mettre un élastique ici. Un autre ici. Donc voilà, ça doit être égal. Donc en fait, ça doit vous donner, regardez, la forme d'un petit bonbon ou d'un grand bonbon. Donc je vais prendre le côté où il y a la pliure ici. Il faut que ce soit assez joli quand même. On replie ce bord sur l'élastique. On replie ce bord élastique et ça donne ça, vous voyez, hop, 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 hop. Donc voilà, ça donne ça, vous voyez, en plus c'est assez joli, surtout si vous avez des jolies serviettes. Donc avec les élastiques, alors si vous avez des élastiques de couture blanc, c'est encore mieux. Donc voilà. Ensuite, la méthode qu'on a vue le plus au début, c'était celle-ci avec une simple feuille de sopalin. Donc plus le sopalin sera épais, mieux ce sera. Donc j'essaye avec une feuille, mais je pense qu'on peut peut-être faire la doubler, mais je préfère faire avec une feuille. Et toujours 2 élastiques. Alors si vous avez des élastiques, vous savez, des élastiques ménagers, la marron, ou même des élastiques blancs, il n'y a pas de souci, ça sera même peut-être encore mieux. Donc moi j'avais que ceux-là. On reprend ceux-là, donc avec le sopalin. Donc il faut tout simplement faire des petits plis comme si on faisait un éventail. Hein.
Hop. Donc, hop là, on plie bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors, il y a une méthode qui dit de plier, mais si on plie, j'ai testé, après, c'est beaucoup trop petit. Donc, on va venir mettre l'élastique là. Regardez comment je fais. Je le mets là. Je vais venir pincer là et je vais venir agrafer ici pour pas que l'élastique s'en aille. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends bien toutes les feuilles. Hein. Je mets là. J'essaie de mettre au milieu. Donc voilà, mon masque est terminé. Donc après, on le déplie tranquillement comme ça. Et voilà. Donc voilà, celui-là, ça donne ça. Vous voyez, hein, ça prend bien la bouche et le nez. Donc j'ai pas pensé, mais j'aurais pu aussi doubler, vous savez, avec la feuille là antistatique. Donc voilà, celui-là, il est vraiment très très simple. Et pour cette dernière idée, on va faire ça avec un bandana, hein, comme ça c'est un peu plus sympa et tout ça. Donc j'ai pris un bandana, donc les tailles sont standards. Hein, vous pouvez bien sûr prendre tout autre foulard que vous voulez, il ne faut pas qu'il soit trop grand, bien évidemment. Donc j'ai déjà essayé de plier plusieurs fois. Celle que j'ai retenue, c'est plier en 4 fois. Donc je vais faire ça, je le plie comme ça. D'abord, donc je vais insérer ici mon filtre. Je replie. Voilà. Ensuite, donc comme le premier, je vais venir mettre les élastiques ici. Un ici. Le deuxième ici. Donc j'essaie, vous voyez, de faire quelque chose d'assez joli pour avoir un bon rendu. Donc je le plie là où il y a l'ouverture ici. Vous avez vu, hein, ça fait un bonbon. Je replie, je rabats. Hop. Bon, je vais mettre, voilà. Donc si vous avez vraiment des élastiques blancs, c'est toujours... Enfin, découper, c'est mieux. Comme ça, vous en faites un à votre taille. Et voilà, mon masque est terminé. Puis après, je vais l'ajuster quand il sera sur mon visage, évidemment. Vous voyez, celui-là est beaucoup plus large que les deux premiers. Moi, j'aime bien le premier, là, avec les petites roses et les petites feuilles. Mais voilà, celui-là, il est bien. Hop, vous voyez. Donc voilà les 3 masques. Hein. Alors, donc les deux là, bien sûr, sont jetables. Alors, celui en tissu, donc dès que vous l'avez utilisé, il faut vraiment le laver à 60 degrés. Et puis changer à l'intérieur le sopalin ou comment dire, la petite lingette que vous avez mis au milieu. Donc vraiment à chaque utilisation. Sinon, vous pouvez aussi, si vous avez un fer à vapeur, passer de la vapeur dessus. C'est pareil, ça désinfecte. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, c'est donc des systèmes D pour fabriquer vous-même chez soi, bien entendu, les masques qui sont indispensables et obligatoires à présent ici en Algérie. Eh bien, on aura l'occasion d'en voir d'autres parce qu'il y en aura d'autres aussi, faits aussi à la main et peut-être aussi même à la machine. On vous en donnera quelques-uns. Allez, on l'accueille comme il se doit chaque mercredi. On a rendez-vous avec l'histoire, avec aussi nos savants arabes, algériens. Il est là, Ahmed Grigahsen. Bonjour et bienvenue. Bonjour Amal, alors aujourd'hui, vous avez voulu donc nous parler de ce militant et surtout ce révolutionnaire, donc fondateur de l'État algérien, l'Émir Abdelkader. J'ai pas voulu, c'est l'événement majeur, ouais. C'est la date de son décès, on est le 27, son décès c'était le 26, donc et puis il fallait cadrer avec l'actualité. C'est un honneur de le faire, c'est un grand plaisir et on le lui doit bien ça, bien sûr c'est le fondateur de l'État moderne algérien, c'est un grand esprit du 19e siècle, c'est une des fiertés algériennes, c'est un grand penseur, c'est un érudit, c'est un savant, c'est un soufi, là on le cherche, on trouve l'Émir Abdelkader. Et puis c'est l'une des plus grandes figures du 19e. Il a marqué même son temps. Donc il a impressionné son ennemi. Il a une correspondance prolifique. Il a une correspondance avec la reine Catherine de Russie, avec la reine ou le roi d'Angleterre à l'époque, avec les Espagnols, avec tout le monde. Donc, il continue toujours de fasciner par sa diplomatie, par ses correspondances, par sa façon de gérer, bien entendu, son armée surtout. Oui.
là où il s'est mis, c'est tout simplement un génie. Donc, c'est un esprit très intelligent. Et puis, on se dit comment ça se fait avec une éducation aussi classique que la sienne. Donc, il a fait l'école classique comme tout le monde. Il a fait la Zawiya. Donc, il a appris le Coran très jeune. Il a même rédigé un Coran. Il a écrit un Coran. Il a transcrit. Donc, il a appris la grammaire arabe, le tafsir, le fiqh. Donc, c'est une éducation très classique, comme tout le monde. Religieuse, très spirituelle. Orientée, voilà. Puis il a fait le pèlerinage à la Mecque, il est parti à Damas, à Bagdad, pour visiter Sidi Abdel-Qadir al-Jilani, parce que lui, il fait partie de la tariqa Qadiriya avec son père. Fasciné par Ibn Arabi. Ibn Arabi, bien sûr, parce qu'il voulait aller sur ses traces. Exactement. Donc, on ne s'attendait pas à ce que... Il n'y avait rien qui disait que il allait devenir ce qu'il est devenu par la suite. Mais les événements veulent que ce soit lui qui soit choisi comme chef de la résistance, et il l'a bien fait pendant 15 ans. Et donc, fédérer et rassembler toutes les tribus. Rassembler toutes les tribus. Et puis, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'avant l'arrivée avant l'invasion française, avant l'occupation, l'Algérie a été vidée par une série de catastrophes. Donc, il y a eu en premier lieu, il y a eu plein de rébellions. Il y a eu les Darqawa, il y a eu les Tijaniya à l'ouest. Donc, et puis, il y a eu des épidémies de peste, il y a eu des sécheresses, il y a eu des famines. Donc, démographiquement, l'Algérie a été vidée de son... affaiblie. Donc, quand l'invasion française, quand l'armée française arrive, donc le pays est pratiquement vide. Donc, il n'y avait pas assez démographiquement, on ne courait pas. Mais même malgré tout ça, donc lui, avec ce qu'il y avait, avec ce qu'il pouvait, donc il a organisé une résistance, il a réussi à résister 15 ans. 15 ans de bataille, donc il a affronté des généraux qui étaient formés dans des écoles militaires. Lui n'a pas été formé, donc il les a impressionnés, il a gagné, il les a battus plusieurs fois, il les a obligés à signer 2 traités de paix avec lui, Tefna et Des-Michel. Donc mais à chaque fois, on se dit, celui-là, il a fait l'école militaire, il a fait Saint-Cyr, il est maréchal, mais l'autre, il n'a fait que la Zawiya. Donc, et comment ça se fait que... Et il avait des tactiques de guerre, des techniques de guerre qui impressionnaient l'ennemi. L'ennemi, donc parce qu'il était intelligent, il apprenait. À chaque fois, il apprenait. Il avait cette capacité d'adaptation, cette capacité d'intégrer les éléments nouveaux, cette capacité de fédérer autour de lui, de ramener des gens jusqu'au moment où cette résistance qu'il a pu donc mener grâce aussi à ses compagnons de l'époque et aussi cette cavalerie qui était très impressionnante. D'ailleurs, on en parle toujours. Le cheval barbe qui l'a aussi beaucoup aidé. C'est un cheval très résistant qu'il a pu mener à travers donc des régions très escarpées. Exactement, donc c'est des batailles qu'il a enchaînées devant tout le monde, et il ne s'est arrêté qu'au moment où il n'avait plus de cartouches. Oui. Donc, il ne s'est pas rendu comme ça, donc c'est pas parce que ça lui a plu. Premièrement, il y a eu la Zmala, donc il a inventé le concept d'une capitale itinérante. Oui. Donc, c'est une capitale où il avait son trésor, il y avait aussi les familles de ses lieutenants. Donc, tous les officiers qu'il avait dans son armée, ils avaient leur famille dans la même... C'est une caravane itinérante qui se déplaçait. Donc, ils ne se sont arrêtés qu'au moment où leurs familles ont été emprisonnées. Donc, ils ont été obligés. Deuxièmement, ils n'avaient plus de cartouches, ils n'avaient plus de munitions. Troisièmement, il y a eu, les Français se sont rendus compte que les Algériens avaient une tradition qui leur était inconnue jusque-là. Ils avaient ce qu'ils appellent le Motmora. Motmora, c'est quoi? C'est un coin ou une sorte de grotte comme ça, ou bien on creuse, ou bien elle est naturelle, où on met les grains. Donc on met les grains pour les conserver. C'est un lieu où il n'y a pas d'humidité, qui est loin des inondations et tout. Et c'est toutes les réserves d'un village ou d'une tribu qui est écartée et mis à 3, 4, 5 km du village. Donc, parce que les Français, ils arrivaient, en premier lieu, c'est qu'ils brûlaient. Les batailles commençaient au mois de mars. Technique, mars, de la terre avril, brûlée. Exactement, c'est la terre brûlée, c'est Bugeaud. Donc, ils brûlent tout.
Quand ils reviennent, ils trouvent que les gens ne sont pas morts de faim et ils trouvent qu'ils ont encore une fois labouré, ils ont semé aussi, ils ont réussi à semer. Donc ils se sont posé la question. Bien sûr, ils ont pris des gens, ils ont obligé à avouer, à parler. À chaque fois qu'ils arrivaient à un village, donc ils prenaient le chef du village et lui demandaient où est le Motmora. Donc c'est ça, c'est ce qui a fait qu'ils ne pouvaient plus résister, parce qu'il n'y avait plus de vivres, les gens crevaient de faim. À un certain moment, il est arrivé à une tribu au sud, ils lui disent, cette fois vous avez mangé, on vous a préparé du couscous, la prochaine fois ça sera du cartouche, exactement, tout simplement. Donc mais on se dit, ok, c'est une grosse déception. Le gars, bien sûr, il a essayé avec tout ce qu'il a fait. Normalement, il devient complètement aigri, amer, il va détester tout le monde. C'est une réaction tout à fait normale. Il va déprimer, il va même peut-être se suicider, mais non. Donc, bien sûr, il est pris en France. Eux, il a négocié quand même. Bien sûr. Voilà. Et ils se sont accordés à ce qu'ils partent, à ce qu'ils s'exilent. Donc, ils lui ont exigé un exil autre qu'au Maroc ou un coin tout proche. Donc, il s'est dit, il leur a demandé Alexandrie ou la Syrie. Mais ils le prennent à Toulon quelques mois, puis à Pau, puis au château d'Amboise où il reste des années. Il était emprisonné, mais ce n'était pas comme beaucoup le pensaient, une prison dorée où il y avait donc des privilèges, etc. Beaucoup de leurs familles sont morts. Donc ils ont souffert de faim, de froid. Et y compris sa mère, la Zahra, exactement, y compris sa mère qui est morte parce qu'il faisait froid dans le château. Très froid. Et puis il avait une sorte de... comment on appelle ça, un salaire, donc il recevait de l'argent, mais ce n'était pas suffisant parce qu'il avait toute une smala, comme on dit. Voilà, exactement, une centaine ou peut-être plus familles. Des familles, il y avait des petits, il y avait certains peut-être se sont mariés, donc ils ont eu des enfants et ils ne pouvaient pas subvenir à tous ces gens. Et puis, ça n'a pas été arrangé par le changement de régime, parce qu'en France, ils sont passés du royaume à la République, puis par la suite à l'Empire. Donc il y a eu tous ces changements qu'il a payés, bien sûr, et à chaque fois il leur rappelait leurs paroles. Il leur disait que je ne vous pardonnerai jamais. J'ai donné ma parole, vous avez donné la vôtre, et je ne vous permettrai pas de retirer votre parole. Voilà, c'était un homme de principe, énormément donc, de principes. C'était une personne avec laquelle on pouvait donc discuter, négocier d'homme à homme. Donc il y a eu des visites, il y a eu plein de visites. Beaucoup de correspondances. Beaucoup de correspondances, il y a eu même des religieux, des catholiques. Très impressionné par sa Il venait pour le convaincre, il venait pour faire du prosélytisme, il voulait le convaincre parce que la conversion de l'Amir Abdelkader, ça c'est l'un de ses écrits. C'est un manuscrit. Il y a même un Coran écrit de sa main quand il était très jeune. On va peut-être voir l'image. Donc, il venait essayer de le convaincre de se convertir au christianisme. Bien sûr, ça n'allait pas marcher avec lui. Donc, c'est tout à fait le contraire. Ça, c'est le Coran qu'il a écrit. Donc, à la fin, on a la signature. Voilà. صدق الله العظيم كتبه لنفسه الفقير عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الحسني تجاوز الله عنه بقرية القيطنة. Donc, il donne la date. Ça, c'est quand il était jeune, en 1236. Donc, c'est 10 ans avant l'arrivée, avant l'invasion française, 1246. Donc, tout ça, c'est l'émir. Et puis, bon, à la fin, ils sont obligés, il y a l'Empire qui revient, donc il y a l'empereur qui vient le visiter, il lui dit qu'on va vous rendre votre liberté, choisissez un lieu. Et il choisit de partir à Bursa, en Turquie. C'est là où était enterré Bursa. C'était... Pourquoi il avait... Non, parce qu'il il est parti à l'Empire ottoman. Et puis, donc, il s'installe. Quelque temps, il y a eu un tremblement de terre et il décide de partir en Syrie pour s'installer en fin de compte. Et là, c'est toute une autre vie qui commence. Donc, il enseigne à la mosquée. Sahih al-Bukhari, c'était un muhaddith. Donc, il enseignait surtout le hadith. Il a rénové une madrasa. Il part en pèlerinage à la Mecque. Il fait une khalwa à Ghar Hira. Donc, où il raconte toutes ses expériences dans son livre Les Hautes, le Mawaqif. Et il commence une vie de mystique comme ça, il révise, mais il continue de vivre. Jusqu'en 1860, il y a eu bien sûr la fitna qu'il y a eu entre les Druzes et les Maronites, les chrétiens d'Orient.
Là, il intervient. Là, voilà. Il intervient. Il intervient en tant qu'homme de conscience. Il intervient comme musulman. Donc, il vient avec toute sa charge culturelle. Donc, moi, ça me fait rigoler un peu, je m'excuse pour le terme, quand on dit qu'il est humaniste. L'humanisme, c'est un mouvement intellectuel. C'est une philosophie du 19e siècle. Lui, il était loin de l'humanisme. Il était précurseur aussi, hein, dans son genre. Oui, lui, il intervient en tant qu'homme, en tant qu'humain. Oui. Parce que l'humanisme, c'est un mouvement. Donc, c'est une philosophie. C'est arrivé plus tard. Plus tard. Et c'est un mouvement qui a des relents. C'est de la récupération qu'ils font avec ce terme. Donc, il faut faire très attention avec ces pièges conceptuels qu'on nous tend à chaque fois. Il y a certains qui vont dire qu'il a été franc-maçon. Oui, il y a voilà, aucune par exemple. preuve. Il n'y a aucune preuve. Donc, même le gars qui a écrit sur la franc-maçonnerie, qui était lui-même franc-maçon, j'ai lu le livre. Il ne donne, les seuls documents qu'il présente, il dit que c'est un secrétaire libanais qui les a rédigés en tant que réponse de l'Amir Abdelkader. On sait très bien que la franc-maçonnerie, à l'époque, au 19e, c'était un engagement. Mais on ne trouve pas de correspondance entretenue entre l'Amir, continue entre l'Amir et sa loge, soi-disant sa loge. Voilà. Peut-être qu'il s'est intéressé parce que lui, qu'est-ce qu'il intriguait? Il a perdu une guerre, donc il y avait quelque chose en lui. Il voulait comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il est perdu devant ces Français. Donc il a visité encore une fois la France, il est parti visiter l'Angleterre parce qu'il était curieux, il voulait savoir. À chaque fois qu'on lui présentait quelque chose, donc il allait voir. On dit même qu'il a été présent à l'inauguration de la canal de Suez. Donc il était présent et ça l'a intrigué comment ça se fait qu'il soit arrivé à ce niveau de technicité alors que nous, on était loin de tout ça. Donc, c'était un esprit il voulait comprendre, tout simplement. C'est un esprit curieux. Exactement. Il voulait donc avancer dans le temps et moderniser. Donc, il a toujours voulu moderniser son armée, moderniser sa famille. Son administration. Son administration, déjà, était très moderne à l'époque. Exactement. Donc, il organisait dans le tas. Donc, c'était des caravanes, mais il y avait une correspondance, il y avait une organisation, il y avait une hiérarchie, il y avait un respect. Donc il y a plein de... Bien sûr, c'était pas... ils n'ont pas fait Polytechnique donc, à l'époque, donc ils étaient loin de la modernité, donc il n'y avait pas de moyens d'impression, mais il y avait quand même une structure dans l'État. Et il a suscité l'intérêt de beaucoup d'admirateurs à travers le monde. Hein. Au Mexique, aux États-Unis. Bien sûr, et on trouve même une ville à l'Iowa, aux États-Unis, qui s'appelle Qader, exactement, qui a pris son nom. Et il y a même un musée, l'Amir Abdelkader, donc j'ai vu dernièrement. Et la population est très fière de donner un nom à un grand monsieur, résistant. Pour vous dire comment il a marqué son époque, comment il a marqué le 19e siècle, c'est quand même un nom très important. Donc on ne peut pas étudier... Une place au Mexique, à Mexico aussi, qui porte son nom. Et bien entendu, il y a, je crois, un buste de l'Amir Abdelkader dans une place. Et plein de choses qui rappellent le parcours. Il y a quelques lieux. Il y a la grande gare de Meknès. Il y a bien sûr ce qui est bien, c'est qu'on trouve le nom de l'Amir Abdelkader à Constantine, où on dit que, bien sûr, il s'est chamaillé avec les Turcs, donc il détestait les Turcs. Mais quand il est parti en exil, il est parti en Turquie. Et tous ses enfants ont pris la nationalité turque, sauf 2 de ses enfants. Donc, de la quinzaine d'enfants entre filles et garçons, il avait 9 garçons et 5 filles, donc ça fait 13. Donc, il n'y a que 2 qui ont pris la nationalité française. Le reste, ils ont pris la nationalité turque. Donc, je vois mal. Donc, on essaie de créer à chaque fois des tensions, des petits problèmes. Bien sûr, quand ils allaient se déplacer, quand il allait à Al-Hajj avec son père en 1825, il a été arrêté par le Bey Hassan Ben Moussa à Oran. Parce que les gens oublient que juste avant ça, il y a eu un grand mouvement de 2 grandes tariqas. Il y a eu les Tijaniya de 1804 à 1820. Il y a eu aussi les Darqawa pendant pratiquement les 30 années du début du 19e qui ont fait une révolte extraordinaire. Donc c'est une rébellion. Son génie, c'est d'avoir justement fédéré toutes ces tribus à l'époque où chacun, il y avait le plus grave maintenant... des mésententes entre les tribus. Mais lui, il savait faire la distinction des choses. Lui, il n'était pas, par exemple... Je vois même des gens maintenant dire qu'il était anti-kabyle.
Moi, j'ai jamais vu ça dans ses écrits, donc On n'en a jamais entendu. Où est-ce qu'ils ont vu ça, je ne sais pas. Lui, bien sûr, s'il y a des gens avec lesquels il n'était pas d'accord, donc il a même brûlé l'oasis de Ain Madi, ça on le sait, c'est un fait historique, parce qu'il y avait un différend avec une personne qui était à Ain Madi, qui était le chef, tout simplement. Est-ce qu'il a décidé de tuer tout le monde? Non, il l'a pas fait. Il n'a pas fait de massacre, l'Amir Abdelkader. Donc c'était un contexte particulier où les gens étaient gênés par la présence de l'Amir Abdelkader parce qu'il devenait une charge. Son armée, quand elle venait, il fallait les nourrir, il fallait les aider. Et les tribus étaient épuisées. Donc à un certain moment, je vous l'ai dit au début, c'est que on lui a même dit, cette fois vous avez mangé du couscous, la prochaine fois vous allez manger des cartouches, tout simplement, parce qu'il faut partir. Donc on ne peut plus soutenir cette résistance. C'est une charge pendant presque une vingtaine d'années. Bien sûr, il faut comprendre les gens, beaucoup de frais. C'est beaucoup de frais démographiques aussi. On perd tous ces jeunes. Donc il y a plein de jeunes, ils arrivent à dire de mort et les gens, ça y est, ils sont épuisés. Démographiquement, on ne peut plus tenir. Exactement. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Donc, dans ce contexte. Mais on reste sur l'homme, sur le diplomate, fin diplomate aussi de guerre et énormément donc, de discours avec des personnalités illustres aussi de l'époque. Il a lancé le dialogue. Qui a impressionné. Voilà. Donc il a lancé le dialogue, comment on appelle ça, interculturel, le vivre ensemble. Donc c'est lui qui était. Donc il était là, les gens venaient le voir. Et il leur répondait tout simplement. Des fois, il a même rédigé un livre. Donc le Miqrad al-Hadi l'a écrit dans ce sens. C'était aussi, comme on l'avait dit, un esprit très cultivé. Il a écrit un livre sur les chevaux. Le cheval barbe. Le cheval barbe. C'était son fidèle compagnon. Exactement. Donc, il a vu certains de ces chevaux qui sont morts au-dessous de lui. Donc, je ne sais pas par où commencer avec l'Amir. Bien sûr, il a même eu une correspondance avec l'Amir Shamil, donc Yab Saïh, qui a fait le lien. Donc c'est un très beau livre entre le leader de la résistance tchétchène et le leader de la résistance algérienne à l'époque. Donc ils ont résisté en même temps, l'Amir Shamil et l'Amir Abdelkader al-Jazairi. Donc c'était en même temps, ils ont résisté, et il y a eu une correspondance entre eux. Donc, il y a eu beaucoup d'auteurs internationaux qui se sont intéressés à sa figure, la figure bien sûr de l'émir Abdelkader, et surtout qui ont rédigé avec une authenticité tout son parcours. Exactement. Et on n'en finit pas de découvrir. Donc jusqu'à présent, on découvre surtout ces correspondances elles n'ont pas été toutes collectées parce qu'il y a une correspondance à Gibraltar, il y a une correspondance à Madrid, il y a des correspondances bien sûr avec les Français, à différents niveaux. Donc il y a même à niveau personnel, donc avec la couronne d'Angleterre. Bien sûr le Maroc qui était à côté. Donc tout ça, il va falloir un jour collecter tout ça pour comprendre, essayer de comprendre. Cerner encore plus sa personnalité. Exactement. Il a même influencé certains étrangers à devenir adeptes du soufisme à travers son parcours. Il les a marqués, bien sûr. Il les a marqués. Et il reste impressionné en rédigeant, en faisant des conférences qui sont aujourd'hui toujours d'actualité. Donc on n'en finit pas en fait de découvrir à chaque fois. Par exemple, Bugeaud qui a été envoyé pour mater la résistance de l'Amir Abdelkader, c'était le discours, le gars qui l'a envoyé après un discours au Parlement français, c'était Victor Hugo. Victor Hugo qui était député, donc il a fait un discours extraordinaire au Parlement français pour dire qu'il faut écraser et tout. Et on se retrouve à la fin avec un Victor Hugo qui écrit l'an 9 de l'Hégire, qui traduit Sourate Zézira. Donc, on commence d'une position et on se retrouve à une autre position. C'est pour ça que je dis, il avait impressionné et influencé par son charisme. Voilà, beaucoup de personnalité. Et peut-être une autre de fin, c'est l'une de ces karamettes. On raconte que l'Amir Abdelkader, une semaine avant son décès, il y a eu une rumeur qui a lancé le décès de l'Amir Abdelkader. Ça a même été publié dans certains journaux. Donc, toutes les grandes personnalités qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont visité, peut-être que... Donc, ont tous envoyé des lettres de condoléances. Et il leur dit « Alhamdulillah, alladhi ahyani, hatta hadart l'azad ta'i » Donc, Alhamdulillah, je suis resté vivant jusqu'à assister à mon deuil. Ouh là là. Donc, il a pu voir un petit peu ce que pensaient les gens de lui.
les gens. Et il est décédé une semaine après. Oh là là. Je ne sais pas si c'est une anecdote, je pense que si c'est vrai, mais je pense qu'il y a une part de vérité dans cette histoire. Aujourd'hui, beaucoup s'arrachent un petit peu la personnalité de l'Amir Abdelkader. Il y a donc des associations, il y a la fondation, il y a d'ailleurs le travail de la fondation est énorme pour ce qui a été donc de la vulgarisation de son parcours et surtout réhabiliter sa mémoire parce que ça a été un petit peu bafoué au départ. Et donc aujourd'hui, ils font un travail énorme avec ce comité de scientifiques qui travaille sur son parcours. Oui, mais ce qui reste, c'est un peu, moi je verrais, enfin d'après ma modeste vision des choses, je verrais bien un centre d'études sur l'histoire de l'Amir Abdelkader. Donc un centre d'études multidisciplinaire, donc il y a des aspects de diplomatie, il y a des aspects militaires, tout ça il va falloir l'étudier. Et bien sûr, il faut conserver toutes les contributions qui se font dans les milieux académiques. Donc, il ne faut pas interdire aux gens de travailler sur l'Amir Abdelkader, mais qu'il y ait un centre. Il faut que la fondation aille vers le centre parce qu'ils ont la maturité qu'il faut maintenant. Ça fait des années qu'ils ont travaillé. Il faut que ça soit institutionnalisé. Il faut qu'il y ait un centre d'études. C'est ma vision des choses. Que les monographies sortent, qu'il y ait une revue. Il y a des documentaires, il y a des films qui ont été faits, toujours avec bien sûr la fondation qui sont là pour veiller. Mais c'est quand même une fondation. Donc on ne peut pas leur demander plus qu'ils ne font parce qu'ils prennent de leur temps, ils prennent de leur vie. Mais si c'était un centre d'études, un centre de recherche, donc ils auraient bien sûr des fonds bien sûr, pour voyager, pour aller chercher la documentation là où elle se trouve, pour voir les contacts. Je vais vous dire, l'empereur, le premier, Pedro I do Brasil, donc l'empereur du Brésil, Pedro Ier, donc quand il a entendu parler de l'Amir Abdelkader, il est parti le visiter. Donc il l'a rencontré, il a pris des photos de l'Amir Abdelkader à Damas. Ces photos, ces archives sont jusqu'à présent au Brésil. Donc ça, je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a des archives un petit peu partout. Parce qu'il a intrigué tout le monde par sa position quand il est intervenu au profit pour sauver les chrétiens. Il en a sauvé des milliers. Donc il a été intrigué. Et à l'époque, tout l'Occident était chrétien et chrétien convaincu. Donc il a reçu plein de médailles, de cadeaux. Même l'empereur du Brésil, pour vous dire là où il se trouve, il est parti visiter l'Amir Abdelkader. Ça, je l'ai su parce qu'en lisant, je suis tombé sur ça. Donc, il faut aller chercher ses archives et voir qu'est-ce qu'il a écrit sur lui. Maintenant, il y a les différents journaux qui sortaient à l'époque, donc il y avait plein les gazettes qu'il y avait partout. Donc, il y a des revues, d'ailleurs la Fondation publie régulièrement donc, des revues autour donc, de la famille de l'Amir Abdelkader. Et pour ça, il faut maîtriser plusieurs langues. Donc il faut maîtriser le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français, l'italien, le suédois, parce que même la reine de Suède lui a envoyé un cadeau à l'époque, une médaille. Donc il a été félicité par tout le monde. Et sûrement, ça a fait un boom dans les médias de l'époque, locaux, qu'il faut aller voir et chercher. Beaucoup d'auteurs aussi se sont intéressés à cette personnalité. Des auteurs algériens, Ami Kébir, Wassini El-Arj aussi, tout dernièrement. Enfin, et ça continue à toujours susciter l'intérêt des auteurs, des chercheurs, des scientifiques qui veulent se rapprocher de cette personnalité. Il faut peut-être passer à un dessin animé, pourquoi pas. Bien sûr, il y a plein de... Voilà. Celui-ci, par exemple? Ça, c'est le livre qui était Tohfat Zahir, écrit par le fils de l'Amir Abdelkader, c'est Mohamed. C'est le fils aîné qui a rédigé le livre. C'est sa vie, c'est un mélange entre un travail biographique, parce que c'est ce que lui a raconté son père, avec les compagnons de son père, donc et puis un travail documentaire. Et il raconte dans l'introduction qu'on lui a volé la première version. Il a dû tout refaire, Mohamed l'Amir Abdelkader. Et Abul Qasim Saadallah, il dit qu'il a retrouvé en fait la première version, donc dans l'une de ses publications. Très bien. Et il y a aussi l'autobiographie de l'Amir Abdelkader qui existe. Donc il y a il y a de la documentation. Il y a de la matière. Il y a de la matière, exactement. Pour toutes les personnes qui voudraient encore s'intéresser à cette personnalité et chercher. Mais il faut être continuer vraiment à travailler. open mind pour travailler sur l'Amir Abdelkader. Si on a un esprit obtus, on risque de s'arrêter. Il faut être vraiment
Donc on est surpris à chaque fois. Sa capacité d'intégrer toutes les différences est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, il me rappelle le titre de L'Jili, L'Insan al-Kamil. Donc c'est le mystique de l'homme parfait, l'homme donc dans sa dimension humaine, voilà. Exactement, l'homme accompli. Donc c'est exactement ça l'Amir Abdelkader. Parfait, en tout cas, merci Laïrahmo, exactement. Merci pour toutes ces informations et cette belle narration que vous avez donnée ce matin à travers donc, votre recherche aussi et le travail que vous faites régulièrement à travers vos ouvrages. Vous lisez énormément pour nous informer. Merci beaucoup, Ahmed Grigahsen. Je rappelle que grâce à vous, donc, chaque mercredi, on fait un retour dans l'histoire, une halte dans l'histoire à travers nos personnages, donc illustres aussi, qui nous ont marqués. À très bientôt, à mercredi prochain, Inch'Allah. Bonne journée. Voilà, on va s'intéresser cette fois-ci à l'environnement. Allez, on vous emmène au niveau donc, du parc de Taza, retrouver cette richesse faunistique, floristique et avifaunistique que Rahim Abdelaziz nous fait découvrir. C'est en tout cas une région assez fragile qu'il est nécessaire de préserver absolument parce que on en a parlé énormément avec des scientifiques qui étaient venus sur le plateau pour nous parler donc de cette région aujourd'hui qui est donc vulnérable parce qu'il y a beaucoup donc de prédateurs. Le plus grand des prédateurs, c'est l'homme d'ailleurs, qui travaille et qui malheureusement est là pour dégrader certaines régions. Alors c'est à l'ouest de Jijel, les massifs côtiers de Taza qui renferment cette biodiversité. Allez, on y va à travers ce reportage signé Rahim Abdelaziz. On va y arriver, eh bien oui, ça c'est comme ça, les aléas du direct. On va voir donc dans ces moments, ça y est, il est prêt, on y va. Partie de la chaîne côtière des monts des Babor. La réserve de biosphère de Taza constitue aussi un véritable réservoir d'eau douce grâce aux importantes précipitations pendant l'hiver. Les forestiers locaux s'interrogent sur les moyens adéquats pour préserver ce milieu naturel vulnérabilisé par de nombreuses pressions anthropiques. Le parc national de Taza a été classé réserve de biosphère en 2004 grâce à de nombreux critères auxquels il a pu satisfaire. Parmi ces critères, nous avons bien entendu la diversité donc, en matière biologique, tout ce qui est faune et flore. Il y a une diversité donc, floristique et faunistique qui donne justement la diversité paysagère à ce territoire. Parmi les divers paysages que nous pouvons observer, nous avons la zone humide qui est à côté, qui est colonisée par une très riche ripisylve. Donc on a ici les peupliers, on a l'aulne, il y a donc toute une diversité floristique. La zone humide de Taza est peuplée essentiellement de feuillus. Il s'agit de l'aire idéale du chêne zen qui affectionne l'humidité. Le chêne zen est accompagné de l'aulne, du peuplier et du frêne.
Parmi donc, les paysages, nous avons également le côté montagne. Il y a la haute montagne qui est colonisée par particulièrement le chêne zen. Le chêne afarès en association par endroit avec le chêne afarès. Nous pouvons le retrouver également avec, en formation mixte avec le chêne zen, le chêne afarès et également le chêne liège, comme on peut le retrouver donc, en peuplement isolé. Nous avons également donc, des paysages de moyenne montagne, comme c'est le cas de Sharia, par exemple. C'est tout un autre paysage. Du mont Guerrouch apparaissent Sharia et la mer Méditerranée. Le paysage côtier qui a une diversité en matière de sites, plus particulièrement le système karstique qui est très présent, qui donne aussi cette particularité au parc national de Taza, la réserve de biosphère. C'est ce qui donne un peu la dimension en matière de développement futur et actuel et futur de l'écotourisme, donc des potentialités écotouristiques très très riches. En fait, il y a une étude en cours qui va permettre de créer un autre parc national, c'est le parc national de Babort à Babort. Et puis, il y a eu, de par le passé, le parc national de Taza qui a fait une étude également pour l'extension dans la partie terrestre. Cette extension va jusqu'à la limite de Eregen, donc c'est la limite entre pratiquement la wilaya de Sétif et Djidjel. Et donc l'étude a été faite, qui a donné de bons résultats en matière, ça a permis au parc de connaître donc, une diversité aussi floristique, paysagère. La zone humide d'Eragen. Dans l'étude qui a été faite, Selma est totalement à l'intérieur du parc national de Taza. Sachant qu'actuellement, le parc national, les 3807 hectares de superficie de son territoire, intègre donc 50% du parc relève de la commune de Selma Ben Ziada. Les massifs de Guerrouch et Jbel Garn dans la région de Selma sont partie prenante de la réserve de Taza. Les montagnes et à présent la mer. Eh bien, on va rester dans le domaine de l'environnement. Cette fois-ci, l'environnement qui se met au service de la santé. C'est toute une équipe de bénévoles, de chercheurs, en tout cas de scientifiques, qui se sont tous fédérés les uns les autres pour trouver des solutions rapides pour le Covid-19, pour aider le personnel médical à travailler dans de bonnes conditions grâce à des masques. Eh bien, Hamid Belkhassam est là pour nous en parler en détail. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur notre plateau. Oui, et là, vous venez avec plein de bonnes nouvelles. Oui, plein de bonnes nouvelles parce qu'on est très content pour d'abord nos malades, nos personnels soignants. Il y a beaucoup moins de stress au niveau des unités et des services de réanimation grâce à leur abnégation. Je tiens particulièrement à dire quelque chose parce que souvent les réanimateurs sont très discrets. Ils ne veulent pas apparaître au premier plan. On a souvent parlé, lorsqu'on parle de la Covid-19 au niveau mondial, l'exemple chinois, l'hôpital qui a été réalisé en une dizaine de jours. Et ben en Algérie, il faut savoir que grâce aux réanimateurs, grâce au personnel soignant, on a fait une autre première mondiale. Le plus grand service, je dis bien le plus grand service de réanimation en Afrique a été réalisé au niveau du CHU France-Finlande de Blida en seulement 48 heures. Wow. C'est le plus grand. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, on rappelle, Hamid Belkhassam, vous êtes le président de l'association Récif et l'association Récif s'est très vite mobilisée pour trouver des solutions rapides. Alors, vous avez lancé l'opération Respire Plus, c'est cela? C'est Respire Plus pour toi, parce que bon, en tant que plongeur, on ne peut pas. On respire grâce à des appareils sous l'eau. Et en tant que plongeur, tous les membres de Récif sont plongeurs. On sait ce que c'est qu'une détresse respiratoire. Donc nous avons suivi, j'allais dire, en temps et en heure. Tout ce qui se faisait à l'étranger. À l'étranger, on s'est préparé. La plus grosse des difficultés, c'était d'entrer en contact avec des réanimateurs qui étaient confinés dans les services de réa. Et ça s'est fait vers le 22 mars. Voilà, le bouche à oreille aussi, surtout. Le bouche à oreille. Et c'est ce qui a fait qu'on aurait aimé trouver une société savante et sur un tout de clic qui est réanimateur référent à Constantine ou à Élysée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'était le bouche à oreille qui a
terriblement bien fonctionné. Et puis, bon, il fallait voir ce qui se faisait ailleurs. Alors, vous avez commencé par Blida, Alger, Blida. Vous Blida, avez offert, bien sûr, Tipaza. D'abord, vous avez donc travaillé avec des techniciens, oui, des techniciens. Oui. Au passage, Mehdi Mouloudi, qui est notre technicien phare, qui est designer, qui a tout laissé tomber. Hein. Voilà. Et qui a, bien sûr, fabriqué ce genre donc, de petits... Ces valves, ce sont des adaptateurs. Alors, ce qu'il y a lieu de préciser aussi, contrairement aux pays européens qui n'avaient qu'une seule marque de masque, ça, on ne va pas la citer. Ça, c'est fait en 3D, avec l'imprimante 3D. Tu n'en avais pas au début de l'opération. Il fallait faire une levée de fonds, il fallait faire des cotisations pour acquérir une première, ensuite une deuxième imprimante 3D pour monter en cadence. Pour imprimer cette petite valve, il faudrait 4 heures. Et donc, il y avait des dizaines de valves à imprimer. Donc, toutes ces équipes qui travaillaient dans l'ombre, vous étiez à leur chevet et vous avez travaillé, vous avez veillé pour essayer d'avoir un maximum de ces petites valves. Comment c'est organisé? Il y avait une cellule contact, d'accord? Il y avait une cellule étude, parce que contrairement à des pays développés en Europe où ils avaient une seule marque de masques qui commence par D, on ne va pas la citer. En Algérie, il y avait 7 types de masques différents. Ensuite, la deuxième difficulté, c'était il y avait une pléthore d'appareils de réanimation, d'accord? Et donc, une pléthore de valves à fabriquer qu'il fallait dessiner et imprimer. Adapter d'abord, c'est pour ça qu'on appelle ça des adaptateurs. Hein. Et donc il y avait des prises murales, donc il y avait des unités de réa qui n'avaient pas assez de réanimateurs, donc il fallait concevoir des dispositifs pour aller sur les prises murales. Et surtout, le but du jeu, c'était éviter l'intubation. Parce que avec ce type de masque, on fait ce qu'on appelle la VNI, mais je préfère laisser les spécialistes en parler. Hein. C'est la ventilation non invasive. Donc on n'a pas le tube pour l'intubation. Et quand on voit quand on a vu dès le départ qu'un pays aussi développé sur le plan santé que l'Italie, quand on intubait un patient atteint de la Covid-19, c'était 95% de chances de décès. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. On s'est scindé. La cellule technique a formidablement bien travaillé parce que au jour d'aujourd'hui, on a une quinzaine d'adaptateurs différents. Et vous avez eu le retour, parce que c'est ce qui vous a encouragé très vite. Alors, dès que ces masques ont été distribués aux réanimateurs, il y a eu donc il y a eu des résultats, très probants. Je peux juste citer un service. Il y avait jusqu'à une douzaine de décès jour. D'accord. Dès qu'on a utilisé les réanimateurs qui nous ont fait confiance, parce qu'il s'agissait d'utiliser un équipement qui n'était pas validé par les autorités compétentes. C'était un risque et pour nous et pour le personnel soignant. Donc, ils ont pris le risque, ils nous ont fait confiance, ils ont utilisé ce masque équipé d'un adaptateur fabriqué Made in Bledi, et des 12 malades décédés jour, on est tombé à un malade décédé par semaine. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et dans ce service-là, le personnel soignant a sorti c'est dans cet hôpital, enfin c'est le CHU France Fanon, qui a eu à fêter le 100e malade guéri le premier jour de l'Aïd. Et 100 malades guéris dans un service, lorsque vous savez que ces masques ont été distribués dans 77 services et unités de réa à travers 33 wilayas. 33 wilayas, c'est extraordinaire. Vous avez fait Tipaza, Alger, Skikda, Béjaïa, Djidjel, plein, Médéa, et même dans le sud du pays. Dans le sud, Tamanrasset, grâce à nos collègues de A3, la journaliste de A3, qui a acheminé, qui est parti par route en plein Ramadan, et ils ont passé la nuit à Al-Menira, à El-Doulea, ils ont fait le trajet jusqu'à Ain Salah, ils ont déposé des masques de plongée en plein sud à l'EPH de Ain Salah, ensuite à Tamanrasset. Il y a eu aussi Bni Abbas, Bachar, Adrar, Toudourt, et ça vous a en tout cas encouragé à continuer plus. Surtout que le ministère de la Santé, avec la commission spéciale Covid-19, a validé cet adaptateur. Il a finalement validé, parce que on ne peut pas, c'est pas monsieur ou madame tout le monde qui va venir s'investir et proposer un service. Il y a un protocole et tout. Donc c'est la même chose, c'est une forme de traitement, c'est une thérapie. La VNI a été validée à l'étranger, elle a été validée en Algérie. Au même titre, ça suit quasiment le même protocole que la chloroquine. Et donc, ça a donné des fruits. Alhamdoulilah, on est hyper content. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. En dehors de la Covid-19, il y a
ce masque qui servent dans les services de gynéco-obstétrique pour les femmes qui sont césarisées. En post-opératoire, au lieu d'avoir à les intuber, on met un masque et elles sont beaucoup plus à l'aise. Elles supportent mieux le réveil avec un masque. Voilà. Alors ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants parce que malheureusement, il y a des cas. Et donc, il faut adapter le masque pour les enfants avec une couleur, on peut le montrer, là. Bien sûr, avec une couleur attrayante. Oui, c'est ça. Et avec l'adaptateur, avec le fameux adaptateur qui a été fabriqué par nos techniciens algériens. Notamment Mehdi Mouloudi, qu'on salue encore une fois, avec une imprimante 3D et du consommable qui aujourd'hui, alhamdoulilah, est disponible sur le territoire national. Ça, par contre, c'est la dernière nouveauté. C'est un masque qui est connu, d'accord, qui est connu parce qu'il est utilisé... Pour les gaz, ça. Oui, c'est pour les gaz. Il est utilisé par le personnel des différentes structures de ministère des Ressources en eau, telles que l'Office national de l'assainissement, l'Algérienne des eaux et tout, parce que les égoutiers qu'on salue au passage, qui font un travail au quotidien, et donc c'est un masque à gaz, mais qui est utilisé aussi dans les unités anti-émeutes de la police, de la gendarmerie, les groupements d'intervention et de réserve, mais qu'on peut adapter grâce à un autre adaptateur. C'est ça, là? Non, ici, en bas, si vous permettez. Donc, grâce à cet adaptateur, on enlève juste la partie masque à gaz, on met cet adaptateur fabriqué grâce à une imprimante 3D, on prend ce filtre qui se trouve, qui n'est pas cher du tout, qui fait à peine 450 dinars, et on a un masque adapté. L'intérêt de ce filtre-là, c'est un filtre qui est fait pour les équipements de santé. Qu'on utilise dans les respirateurs artificiels. Il fait dans les 450 dinars quand on l'achète à l'unité, mais en achat en gros, il fait beaucoup moins. L'avantage, c'est qu'il est en inspiration et en expiration, donc il est à entrée-sortie. Il permet de limiter les dégâts dans les centres Covid-19 et il a une durée de vie d'une dizaine de jours. Et donc, pour le personnel soignant, le masque est étanche, d'accord, sur les côtés. Donc, on peut. Et demain, ça va mieux aller, Inch'Allah. Ce masque-là, adapté, pourra être utilisé par un agent de l'ordre public lorsqu'il fait la circulation du côté de la Grande Poste, où il y a beaucoup de gaz d'échappement. Donc, c'est la 3D qui a permis de monter en puissance. De se réadapter. Ah, voilà, et d'autres choses aussi. Les designers travaillent sur des petits équipements. Tout ce qui est en bleu, là, c'est fait par une imprimante 3D pour les respirateurs artificiels avec un adaptateur pour pouvoir nettoyer. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé sur Canal, c'est pour ça. C'est pour ça. Et ça permet aussi, on est en contact avec des jeunes designers qui veulent lancer des startups pour aider nos hôpitaux, nos structures de santé et aller de l'avant. Voilà, exactement. Et bravo pour toutes ces équipes. Et bravo pour cette belle initiative que vous avez menée, que vous avez lancée et vous continuez toujours à le faire. Bien sûr, vous ne donnez toujours pas. 33 wilayas. Voilà, ça c'est toujours. Ça c'est à Tamanrasset. Ça, c'est à Tamanrasset. Quand les masques sont arrivés, le personnel soignant était très, très, très content. Les masques à Tamanrasset sont arrivés avant le premier cas. Waouh! Donc, ça va. Ça va, oui. Et puis, vous avez troqué votre outil de prédilection, puisque vous êtes plongeur avec toutes vos équipes de récifs. Vous les avez prêtés pour l'instant au personnel soignant. Il faut dire qu'on s'est fait aider. Au départ, on a ramené chacun son masque, le masque de la frangine et tout, des uns et des autres. Mais il s'est monté très vite. C'était une pandémie. Peut-être qu'on n'arrive pas à saisir, mais il y a eu des explosions de foyers parce qu'on ne savait pas qu'il fallait une certaine distanciation sociale pour pouvoir arrêter le flux de malades. Donc, on a dû faire appel à des donateurs. On les remercie. Une grande entreprise qui est spécialisée dans le transport par route, par tramway, Cital pour ne pas la citer, qui a offert 150 masques, ce qui a permis de monter en capacité, qui nous a aidés par juste à titre d'exemple, le vendredi 1er mai, sur le site Cital de Sétif, on a pu distribuer 70 masques pour l'ensemble des wilayas de l'Est du pays, grâce justement à une dame, une très grande dame qui nous a aidés du côté de Batna et de toutes les wilayas environnantes de Batna. On a tissé un réseau et ça a permis d'avoir beaucoup de retours positifs. Alors, vous avez un petit peu délaissé la mer en ce moment ? Ben oui, sauf que je pense que... Vous savez,
la mer, c'est la passion, Oui. mais il y a des priorités dans la vie. Exactement. C'est pourquoi vous êtes venu déjà avec un filet. Hein. Ah oui, parce Un qu'on va filet reprendre. de Hein. course. Oui, Qui est donc de la récupération de filets de pêche. oui. Ces fameux filets de pêche qu'on trouve échoués. La pêche fantôme. Voilà, ouais. la pêche Qui cause fantôme, on beaucoup l'a de déjà dégâts. cité avec vous, on en a déjà parlé. Et aujourd'hui, vous en faites votre aussi préoccupation première. C'est une artisane qui transforme nous, on récupère les filets, on va recommencer. Vous savez que parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités de pêche, la flore et la faune surtout, vous avez une explosion de oui, on a eu biodiversité. des Des dauphins juste au large d'Alger, j'imagine, oui, un petit peu partout sur le littoral, c'est quelque chose de magnifique. Il faut positiver, il y a des choses... On a appris à mieux respirer dans la ville parce qu'il y avait moins de flux automobiles, donc moins de gaz d'échappement. Faut pas se leurrer, hein. Ça va revenir, ça va reprendre. Mais il faut se délecter, il faut savoir apprécier à sa juste valeur ces moments, mais vous savez, la chaîne de solidarité en Algérie a été quelque chose de formidable. Oui. Je tiens à saluer toutes les associations, parce que bon, on n'était pas seuls. C'est vrai que nous, notre spécialité, c'est la plongée, donc la respiration, la détresse respiratoire, on sait ce que c'est, mais on s'est fait aider de toutes les manières. C'est comme un... Oui. On va parler aussi de docteur Riri, Nora oui, Riri, professeur Riri, oui. Qui est donc une dame exceptionnelle, vous l'avez cité d'ailleurs. Oui, qui a énormément fait parce que dès qu'elle a on a fait un petit peu de com sur les réseaux sociaux pour alerter les gens qui étaient dans le besoin et le professeur Riri nous a contactés et très vite, en fait on a passé un deal à l'amiable, ok, on vous donne des masques parce que c'est notre raison d'exister. Elle est du CHU de Betna. Hein. Oui, elle est chef de service infectiologie ou infectieux du centre hospitalier universitaire de Betna et en contrepartie, elle a tissé Betna, c'est une grande ville, il y a déjà 7 hôpitaux à Betna. D'accord. Et elle a tissé un réseau autour de Betna, notamment à Khenchla. Si aujourd'hui il y a des masques à Betna, à Khenchla, à El Oued, à Larwat, à Qsar el-Hiran, c'est grâce au professeur Riri qui a fait un travail tout simplement fantastique. Elle est en ligne, on va la prendre, on va la saluer. Madame Riri, bonjour. Bonjour, madame. Professeur Riri. Je me corrige, je ne suis pas chef de service infectieux, mais je suis prof en maladies infectieuses, option pédiatrie infectieuse. D'accord, voilà. Et je suis membre de la commission de la santé, oui. Oui. Voilà, on est en tout cas en train de parler de vous et de tout ce que vous avez donc réussi à réaliser. Comme le dit Monsieur Belkacem, c'est un véritable exploit grâce à votre carnet d'adresses et surtout le fait d'avoir sensibilisé toute la région autour de vous et fédéré donc cet engouement autour donc des masques et la disponibilité des masques dans cette région. Oui, je vous remercie d'abord pour votre émission, de m'avoir invité. Je remercie aussi cette association, le Restif, qui nous a beaucoup aidés et qui nous en sont vraiment, ces masques, sont vraiment un secours pour sauver beaucoup de malades. J'ai pris contact avec lui parce que j'ai appris qu'il faisait des masques et beaucoup plus des valves à ventilation, surtout 3D. Donc, on était intéressés. Avant, on avait, c'est-à-dire, comme la physiopathologie, ils en parlaient toujours, il faut utiliser le respirateur, l'intubation, on peut arriver à l'intubation. Mais grâce à ces masques, d'ailleurs, on a perdu une malade, on n'a pas pu, c'est-à-dire avant qu'on utilise des masques, et grâce à ces masques qu'on a utilisés chez une dizaine de malades, 9, on a pu récupérer 9 malades sur une. C'est ce que disait M. Bressel. Le seul décès sur les 10 était déjà d'un diagnostic tardif, donc il est venu avec déjà un tableau très grave. Il avait beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire il était diabétique, hypertendu, obèse et tout. Il avait beaucoup de... Donc on n'a pas pu les récupérer. Et les 9 autres, vraiment, ces masques sont vraiment d'une utilité... absolue, comme on dit très, en ce moment. Oui, voilà.
Oui, et je les remercie justement pour cet exploit. Pour moi, c'est un grand exploit pour sauver les malades. Voilà. Et en tout cas, nous, on vous remercie à vous. Et puis, on vous dit bravo et par votre biais, par la même occasion, remercier tout le personnel médical qui travaille jour après jour, matin et soir, les nuits bien chargées pour essayer donc de faire face à ce Covid-19. Vous qui êtes partout, que vous avez très très bien réagi. En tout cas, bravo à vous. Merci, c'est gentil. Bon, j'ai demandé même aux collègues de Khenchla qu'on nous a procuré des masques, et les collègues de Biskra. Même eux, ils sont très satisfaits de ces résultats. Voilà. Eh bien, vous êtes le témoin qu'on attendait ce matin pour parler, bien entendu, de cette utilisation des masques et surtout l'avantage que nous avons eu de trouver ces masques et puis rapidement, de trouver des solutions rapides par nos techniciens et surtout nos scientifiques aussi. Hein. Merci beaucoup, Madame Riri. Merci et bonne journée. Voilà. Et le grand merci à cette association aussi. Voilà. C'est très gentil à vous. Merci. Bon courage à vous. Vous en avez encore beaucoup besoin. On vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Et puis bon courage aussi pour les malades qui se soignent également. Voilà, merci Madame Riri. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Un témoignage aussi qui vous touche, oui, Monsieur Belkacem. D'autant plus que lorsque l'on sort d'une vie, c'est quand même quelque chose de très important, mais on n'a peut-être pas assez mis en avant le travail, le sacrifice, et le sacrifice suprême du personnel soignant. On a été juste à côté, pardon, à Tipaza, on avait une maman qui n'avait pas vu ses enfants depuis 45 jours, qui était mobilisée au niveau d'un centre Covid. Et pour pouvoir voir ses enfants en toute sécurité, elle avait demandé à son mari de ramener ses 2 petits bambins sur la plage du Chenois pour pouvoir beaucoup plus les attirer par la plage et non pas pour ne pas coller à elle. Et quand vous savez qu'une maman ne peut pas voir ses enfants pendant 45 jours... Ne pas les approcher, ne pas les embrasser. Voilà, ne pas les serrer dans ses bras, dans sa poitrine, c'est quelque chose de... C'est poignant, c'est émouvant. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, on ne fait qu'apporter un tout petit pour essayer d'aider, parce qu'être confronté à la morbidité au quotidien, il faut avoir des nerfs Exactement, c'est des éponges qui absorbent tous les jours cette détresse, ces malades, ces morts aussi, et surtout ces familles qui ne comprennent pas toujours facilement. Le pourquoi, notamment les enfants. Autre chose, la chaîne de solidarité, c'est quelque chose de bien, parce que jamais l'association Récif a fait ce qu'elle devait faire vu le savoir-faire en matière de respiration, mais on n'aurait jamais pu le faire sans un tissu associatif, sans des collectifs. Je pense particulièrement au 3D Covid Flight à Algérie, à l'université de Babzouar, l'USTHB, alors que l'université était fermée. On a contacté nos anciens enseignants, parce qu'on savait que dans une certains laboratoires ont dû rouvrir pour pouvoir nous aider à monter en cadence. Et parmi toutes les valves, il y a peut-être un tiers de valves qui ont été imprimées par le laboratoire du professeur Ramadan. Nous avons été aussi très impressionnés et très surpris parce que l'association Nemla, qui est une association aussi qui protège l'environnement, nous avait contactés pour nous dire voilà, on voudrait communiquer autour donc des masques, etc. Et quand il était venu sur notre plateau, il nous a dit voilà, c'est Monsieur Belkacem qui nous a contaminés. Vous savez, l'environnement, c'est le sens du partage. C'est ça. Et donc, on ne peut rien faire. Le travail associatif, c'est comme un train. Il faut une locomotive, il faut des wagons. On a attelé des wagons. Après, le chef mécano, soit il met la locomotive en avant pour tirer les wagons, soit il se met à l'arrière pour pousser les wagons. Mais le résultat est le même. Il faut arriver les bonnes volontés à bon port. Voilà. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait. On essaye de faire. Il y a aussi d'autres projets. Il y a d'autres projets pour pouvoir faire de la 3D un outil d'aide à la décision. Donc, chaque fois qu'il y a un petit souci, on a pu réagir face à ça. Mais il y a des milliers d'autres applications dans la vie, au quotidien. Vous savez, quand vous avez un chef de service qui vous contacte et qui est en détresse parce que lui a un respirateur qui ne fonctionne pas à cause d'une petite pièce, et que Mehdi, encore une fois, passe une nuit blanche et qu'il arrive à trouver la solution en une nuit. C'est vrai, parce que c'était très difficile. Ça a duré très longtemps. Le temps s'est un petit peu raccourci pour ce qui est donc de la fabrication surtout des valves. Des valves. Oui, ça c'est... En fait, ça sert à... On a eu l'avantage d'avoir
grâce aux chaînes satellitaires, de voir ce qui se passait ailleurs. On s'y est préparé. Donc ça nous a donné le temps de nous préparer. Et vous savez, les premières personnes ont été, j'allais dire, sauvées, traitées dès le 24 ou 25 mars. Alors que c'était à une semaine près la date où on a commencé à utiliser ces masques sur le territoire européen. Et donc, on avait juste un petit décalage, mais le petit décalage faisait que c'était les premières personnes atteintes à Blida. Voilà. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, la médecine est restée quand même ouverte. Et donc, les médecins du monde entier ont quand même communiqué, ont donné quelques informations utiles aux médecins du monde. Et les médecins et des entreprises. Isanova, c'est l'entreprise qui a fabriqué cette valve. Il y a eu un kit quand même qui a été donc disponible sur Internet. Ils ont mis les plans en open source. Voilà. Mais le génie algérien, ça a été d'adapter. C'était une première. Oui, c'était une première mondiale. Voilà. En général, une première mondiale. Les laboratoires, ceux qui sont, vous savez, les gens brassent des milliards de dollars. Ils se préservent. Ils se préservent. Et donc, ça, l'entreprise italienne, elle a donné du fil à retordre à d'autres, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une grande entreprise citoyenne de dimension mondiale. Voilà, bravo en tout cas pour cet effort et surtout pour ce... c'est la moindre des choses. Hein. Voilà, c'est pour, en tout cas pour l'humanité, c'est pour encore une fois prouver que vous êtes là, pas que pour l'environnement, mais pour aussi la santé. Vous avez aussi appuyé ce service de la santé. À la base, l'environnement, il y a la vie. Et lorsque la vie est en danger parce qu'il y a une détresse respiratoire, on ne peut pas dire qu'on est pour l'environnement et ne pas s'impliquer pour sauver des vies. Ça peut être des vies, c'est la faune, c'est la flore, mais c'est à la base, il y a l'être humain. Et lorsqu'on met l'être humain au devant de ses préoccupations, ça donne ce que ça donne, préserver la vie aussi. Exactement. Alors aujourd'hui, on a voulu faire un gros plan sur cet effort et surtout cette opération que vous avez appelée Respire Plus Plus. C'est une belle opération initiée par l'association Récif Covid-19 spéciale, bien entendu. Vous avez touché un petit peu donc, plusieurs wilayas d'Algérie, 33 wilayas d'Algérie. Et aujourd'hui, ça continue. 76 services de réa. Oui, il y a des... Vous savez, grâce à l'ENTV, grâce à nos collègues Nassima d'Algérie, d'A3, qui a fait, il faut le dire, aller faire Alger, Taman Rasset, Paro, en plein Ramadan, c'est pas facile. Et distribuer des masques à Ain Salah et Taman Rasset, grâce à elle, il y a des wilayas que nous n'avons pas encore pu. La logistique est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'avion. La période est très limitée. Le prochain défi, c'est de faire arriver des masques à Janet et Elysée. C'est en cours. Qu'ouvrir une partie de l'Ouest, parce qu'il faut dire que l'Ouest, il y a la plateforme de l'Usto qui a fait de l'excellent boulot, mais il reste quelques petites poches, notamment du côté de l'Amriya, dans la wilaya de Hitmouchen, à Sidi Bel Abbas. On vient de livrer à Tiaret et à Mascara, mais le but du jeu, c'est de se préparer à distribuer des masques. Autre qu'au service de Covid-19. Il y a de la demande sur les services de gynéco-obstétrique, ainsi y a-t-elle, et voilà, et donc on va continuer. Puis en attendant, et j'espère qu'avec ces efforts, le Covid-19 va disparaître, j'espère, bientôt, et que la saison estivale va pouvoir apparaître, et que vous ayez la force de pouvoir justement vous attaquer à cette saison estivale. Voilà, les spécialistes sont... On va revenir à 1993, au début de la création de Récif et des éboueurs de la mer. Dans le milieu marin, on nous dit que pour le moment, les spécialistes s'accordent à dire que dans l'eau de mer, il n'y a pas de possibilité de propagation. Il faut bien sûr des formes de distanciation, de décontamination du matériel et tout. Mais on va revenir, on va peut-être pas faire la grande opération éboueurs de la mer, mais on va aller sous l'eau pour récupérer et des filets et des macro-déchets. On en parlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant, bien entendu, aussi notre environnement. On parlera de l'effet, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, positif du Covid-19 sur l'impact de l'environnement. On y reviendra pour une autre émission avec vous. Aujourd'hui, c'était spécial santé et cette opération, bien sûr, Respire Plus Plus. Merci beaucoup, Hamid. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Bon courage et merci d'être venu. Et puis, grâce à vous, on a pu avoir Madame Nora Riri qui nous a parlé, bien sûr, de cette utilité donc de masque puisqu'elle est au niveau donc de la réanimation. Voilà, merci et à très bientôt. On continue notre émission. On va s'intéresser, on va continuer à parler d'environnement avec les animaux. Et cette fois-ci, on vous invite à suivre ce reportage signé Nassima Imloul.
Lancée sur les différents réseaux sociaux, une large opération de bénévolat initiée par la société civile a permis d'approvisionner les locataires du parc zoologique Brabtia, situé dans la commune d'Al-Qala, en nourriture et en médicaments. Le parc constitue une richesse nationale. Nous devons le conserver. Cette opération démontre l'esprit de solidarité entre les citoyens qui se sont mobilisés pour apporter de la nourriture et des médicaments aux animaux. La direction du parc a ouvert ses portes aux membres de l'association de protection des animaux, venus nombreux, chacun dans sa spécialité, pour venir en aide aux locataires de cet espace naturel. Nous saluons toute initiative individuelle ou collective pouvant assurer la protection de cette richesse. La wilaya, à travers sa direction locale, a démenti les rumeurs selon lesquelles la conservation des forêts aurait abandonné les animaux, assurant qu'une enveloppe a été débloquée et que la baisse des revenus est due aux mesures prises contre la propagation du Covid-19. Elle tient également à saluer cet élan de solidarité des bénévoles. Suite aux directives du Wali, une enveloppe financière conséquente a été débloquée pour assurer les salaires des travailleurs et fournir de la nourriture et des soins aux animaux qu'il faut absolument préserver. Cet élan de solidarité traduit l'importance qu'accordent les citoyens pour cet immense patrimoine animalier qui risque de disparaître à jamais. Voilà, un patrimoine animalier qu'on aime bien sûr préserver et faire attention. Et on a toujours des spécialistes sur notre plateau pour pouvoir en parler en détail. Là, on va parler bien sûr de l'éducation nationale. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous avons le plaisir de recevoir la présidente de la Fédération algérienne des associations des parents d'élèves. Il s'agit de Madame Khiyar, Jamila Khiyar, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Parmi nous, l'ensemble des spectateurs du canal Algérie. Merci et beaucoup. Surtout à l'étranger, voilà. Nos Algériens établis à l'étranger. Exactement. Alors, on a pour habitude de vous recevoir en tout début d'année. Tout à fait. Quand il y a donc parlé donc de nos élèves, oui. Et parler un petit peu des parents d'élèves et donc de leurs soucis de pouvoir avoir une scolarité tout à fait normale, classique et sans problème. Là, aujourd'hui, c'est une exception. On a avec Monsieur Belkacem, on a parlé du Covid-19 et donc de cet impact sur le quotidien et sur tous les malades. Aujourd'hui, on va parler de l'impact sur les... Tout à fait. Sur l'école. Sur l'école, tout à fait. Sur l'école, et c'est vraiment tout un chapitre à ouvrir. Heureusement, les solutions ont été trouvées. Absolument, absolument. Absolument. Donc, d'ailleurs, c'est ce que nous avons salué avec beaucoup d'intérêt parce que dès le début, dès qu'il y a eu l'annonce du Covid, l'État algérien donc, avait pris déjà des positions. Pour fermer les écoles. Dispositions, fermer l'école, mettre à l'abri l'enfant. Et ça, c'était excellent. C'était excellent. Donc, nos enfants ont été confinés pratiquement depuis, on peut dire, le 12 mars. Puis après, bon, on est rentré dans la phase de confinement pratiquement total, puisqu'après, il y avait les 50% du personnel dans tout l'ensemble des entreprises, les malades chroniques, etc. Donc, on revient à l'école. Bon, on ne s'attendait pas, c'est vrai qu'on ne connaissait pas ce Covid. Hein. C'était pour nous, c'était quelque chose de nouveau, ça nous a fait peur. C'était effrayant, parce que c'était effrayant. Ce qu'on voyait au niveau des médias étrangers, beaucoup de morts. Absolument, donc on avait peur. Donc nous, en tant que Fédération nationale, très vite, donc on a mis en place des commissions à échelle wilaya. C'est-à-dire dans chaque wilaya, on a mis une commission de suivi de la situation, de suivi de la scolarité, parce qu'on ne savait plus de quoi faire. On était perturbés, désemparés. Donc au niveau de chaque wilaya, donc on avait des rendus qui nous signalaient que c'était au fur et à mesure, donc on voyait des cas et que ce n'était pas possible d'ouvrir l'école, d'autant plus que que nous avons près de 10 millions, c'est 9 millions et quelques d'élèves, c'est une population. Et puis, il faut les pas classes se cacher. Sont surchargées. Il ne faut pas se cacher aussi comment on dit, le soleil avec un tamis. Nous avons même des doubles vacations, des triples vacations. Donc, les mesures de sécurité, c'était pratiquement impossible. Et puis là, donc, on a pris contact avec le ministère de l'Éducation très vite, donc une semaine, disons 10 jours. Donc moi-même, j'avais pris contact avec le ministère en disant, bon, on est là, l'école est fermée, c'est vrai,
qu'on n'a pas perdu parce que la semaine, elle tombait juste avec les vacances scolaires. Donc, pour nous, les 15 jours, la reprise se fera, il n'y avait pas de problème. Voilà. Mais quand on a vu qu'il y avait une reconduction du confinement, donc j'avais il y a eu un doute, une suspicion. On ne savait pas si les élèves allaient reprendre ou pas. On ne savait pas, il y avait un petit flottement. Je vous ai dit, c'était nouveau. Il y a eu une crainte de la part des parents. Tout le monde avait peur. Et puis bon, très vite, donc j'ai pris contact avec le ministère de l'Éducation et j'avais demandé est-ce que c'était possible de mettre en activité la plateforme de l'apprentissage à distance qui existait, puisque oui, nous avons le CNEG, il a la plateforme. Est-ce que c'était possible de mettre la plateforme et de pouvoir accompagner l'enfant, surtout l'élève, dispenser des cours, surtout les classes des examens? Alhamdulillah, ils ont répondu rapidement. La plateforme était activée, des cours ont été dispensés. On a suivi ça, mais c'était pas évident. C'était pas tous les enfants d'Algérie qui pouvaient suivre. C'est pas tout le monde qui avait cette technologie. C'est pas tout le monde aussi qui dispose d'un poste de télévision. Il faut aller voir les douars, voir les nomades, voir. C'est pratiquement. Mais bon, on s'est dit, c'est mieux que rien. C'est un accompagnement d'abord psychologique, moral, et puis c'était aussi une façon d'occuper les enfants parce qu'on est rentré dans un confinement, alors on était là perdus, on ne savait plus quoi faire. Les programmes les parents étaient affolés parce qu'ils voyaient donc les enfants ne pas travailler. Surtout pour ceux qui avaient des classes d'examen. Surtout ceux qui habitent aussi dans des appartements très exigus. Alors vous imaginez, vous avez 2-3 enfants ou 4 enfants dans un 2 pièces ou dans un 3 pièces. Alors imaginez un petit peu, bon, là, ça devenait un petit peu quand même difficile. Et c'est comme ça qu'il y a eu des concertations, des consultations qui étaient lancées par le ministère. Les partenaires du ministère de l'Éducation nationale à travers les syndicats, les organisations, la fédération, donc on a préparé à cette consultation. Mais nous, en tant que fédération nationale, on avait la chance d'avoir déjà lancé au niveau de chaque wilaya des commissions. Donc les rendus, nous avions donc un état, si vous voulez, une situation globale de chaque association. Sur le territoire de chaque wilaya, donc on est parti avec des propositions. Donc quand on est arrivé en tant que fédération nationale au niveau de la concertation avec le ministère, parce qu'il nous avait posé une seule question, c'était l'année scolaire, l'arrière-organisation de l'année scolaire, quel est votre point de vue? Quelles sont vos propositions? Donc, c'est clair, j'étais la première à intervenir. Donc, j'ai dit, bon, monsieur le ministre, pour nous, donc c'était pour nous le 29 avril, parce que le confinement était là. Pour nous, l'école était terminée. C'était la fin de l'année. Qu'il fallait considérer, tant mieux, parce qu'on avait réalisé quand même le premier trimestre, le deuxième trimestre. Donc, on avait réalisé plus de 80% du programme. Donc, on était très à l'aise. Loin de l'année blanche. Oui. Il fallait surtout pas arriver à cela. Oui, on était très à l'aise parce qu'on a connu des perturbations de 2-3 mois de grève, rappelez-vous. Donc, cette année, c'était une année quand même assez calme. On a réalisé 80% du programme. Donc, on était très à l'aise. Et donc, on avait proposé que l'école était terminée, donc il fallait annoncer la fin de l'année scolaire et qu'il fallait prendre en considération le premier et le deuxième trimestre et qu'il fallait donc annuler pour nous. On avait demandé l'annulation de l'examen du 5e et on avait demandé l'annulation de l'examen du BEM. Parce qu'on a considéré que c'est pourquoi les élèves étaient un petit peu surpris à l'annonce. Oui, parce que les enfants, ils sont jeunes. Hein. N'oubliez pas qu'avec la suppression d'une année au primaire, ils arrivent au CEM. Donc, très jeunes. Quand vous avez quelqu'un qui passe le BEM, il a quand même 14 ans, 15 ans au plus. Donc, c'est des enfants. Ce n'est pas des adolescents, c'est des enfants. Et les connaissant très bien, un arrêt de 6 mois d'école, c'est pas évident de pouvoir se préparer moralement pour un examen. Moralement, psychologiquement, non seulement l'élève, mais en plus les parents. Parce que c'est les parents qui passent les examens. Croyez-moi, ce n'est pas l'élève. L'élève, il est là, mais encore, il subit la pression des parents. Donc, du coup, nous, on avait demandé l'annulation également, exceptionnellement, du BEM, de l'examen du BEM. On avait demandé la rentrée scolaire, on avait statué, donc on avait fait les propositions de faire une rentrée scolaire officielle. Plus tôt. Le 1er octobre. Pour nous, en tant que fédération, nous avons proposé le 1er octobre. On avait proposé le bac pour le mois de septembre. Et le bac mois de septembre, pourquoi? Parce que
le bac au mois de septembre. Après le bac, les enfants vont s'inscrire donc à l'université. Ça ne perturbe pas l'éducation nationale. L'administration sera à l'aise pour permettre durant le mois de septembre les inscriptions, l'orientation et l'ouverture de l'école à partir du 1er octobre. Et on avait demandé également l'annulation des vacances d'automne, pardon. On avait demandé de diminuer de 5 jours les vacances d'hiver, diminuer de 5 jours les vacances de printemps, ce qui nous faisait à peu près 20 jours à 25 jours avec les week-ends. Donc, avec ces 25 jours, on pouvait rattraper les 4 semaines du 3e trimestre que nous n'avons pas réalisé. Parce que le ministère a aussi insisté sur cela, reprendre les cours, ne pas tout à fait, ne pas les abonner et les reprendre à chaque niveau. Absolument. Et là c'est-à-dire qu'on avait tracé une feuille de route en tant que fédération que nous avons proposée au ministre. Et il avait salué. Donc, nous étions très rassurés, d'autant plus que le président de la République, quand il a fait son discours, il avait dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il y a des solutions pour la 5e, il y a des solutions pour le BEM. Le bac, c'est un examen officiel et puis c'est un examen indispensable. On ne peut pas l'annuler absolument pas. Absolument, nous étions d'accord, on avait salué, mais malheureusement, quand il y a eu le gouvernement donc, qui s'est prononcé, le Conseil des ministres, ils ont maintenu l'examen du BEM. Nous avons quand même adressé avec un collectif, c'est-à-dire il y a les organisations syndicales, les organisations des parents d'élèves. Nous avons adressé un courrier au président de la République. Nous espérons qu'il va répondre favorablement pour dispenser et pour que ces enfants, pour les mettre à l'aise. Croyez-moi que je reçois par jour, alors je ne parle pas des fax, les emails et les appels. Au moins, le jour où je ne reçois rien, c'est une cinquantaine. Wow. Toujours insistant sur pour annuler le BEM. Parce que ce sont des enfants, ils n'arrivent pas à se concentrer. D'ailleurs, j'ai reçu un SOS de 2 jumelles d'Alger qui m'ont dit ceci, Tata, on ne peut pas réviser, j'arrive pas à me concentrer. Donc, du coup, je suis très sensible, je suis une maman, je suis très sensible, j'espère que les pouvoirs publics vont prendre en considération et que le président aura donc une main sur le cœur pour donner réponse favorablement. Et vous avez aussi votre mot à dire en tant que présidente aussi de la fédération concernant bien entendu le bon déroulement de ces examens avec bien entendu soucieux pour les élèves. C'est vrai, il y a un seul souci, c'est que nous avons demandé au ministère de l'Éducation nationale de mettre en place, il faut trouver la formule d'accompagner les enfants psychologiquement. Parce que croyez-moi, psychologiquement, les enfants, d'ailleurs, j'ai la chair de poule. Psychologiquement, moi, je suis constamment en contact avec les parents et les enfants. J'ai la chair de poule. Psychologiquement, ils sont très touchés. Et il faut absolument qu'il y ait un accompagnement psychologique. C'est vrai que le ministère, il nous a promis, nous avons demandé, et ça... Ce qui est marrant, c'est que nous avons aussi des collègues avec nous et on me dit, c'est vrai, on n'arrive pas, ils n'arrivent pas, les élèves à réviser. Je ne le dis pas pour le plaisir. Je ne suis pas là pour le show, ni pour faire l'oral. Sincèrement, j'ai dans mon cartable une centaine de lettres qui m'ont été adressées durant cette semaine par des enfants. Carrément. D'ailleurs, je peux faire même un livre avec ces écrits. Alors là, les parents, d'ailleurs les SMS, j'en reçois tout le temps. Les parents sont stressés, désespérés, ils crient sans arrêt parce qu'ils stressent. Ils stressent. Alors mon souhait, c'est exceptionnellement, c'est que le BEM soit annulé et permettre aux enfants à appliquer la même procédure de passage comme on l'a appliqué pour les autres paliers, c'est-à-dire la moyenne du 1er et du 2e trimestre. Exceptionnellement, c'est une année exceptionnelle. C'est un mal que nous n'avons jamais vécu. C'est un problème que l'Algérie, le monde entier l'a vécu. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose pour lequel nous n'avons pas de solution. Et croyez-moi, moi je pense que la santé de nos enfants prime. C'est la priorité des priorités. Et la santé mentale,
elle est beaucoup plus importante. Donc moi, alors il y a des élèves qui sont aussi toujours, qui ont été soucieux de leurs examens, ils stressent énormément. Il y en a d'autres un peu moins, ils sont là, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment conscients. Quand vous avez des enfants qui ont 15, 16, 17 de moyenne, c'est-à-dire que déjà d'emblée, vous savez qu'il va avoir son passage. D'ailleurs, j'ai reçu des parents d'élèves avec leurs enfants. Quand j'ai vu les bulletins, c'était 15, 16. J'ai dit, Madame, allez, je travaille, ça y est. Déjà, quand il y aura, même s'il a 8 au BEM, il passe, parce que la moyenne lui permet. Mais psychologiquement, l'enfant n'est pas prêt. Et les parents également. Bon, il y a eu la télévision que nous avons demandé et que j'ai salué au passage. Les cours, bien sûr, sur la télévision. Non, nous avons, en tant que Fédération nationale et tous les partenaires, je ne dis pas, il ne faut pas qu'on s'accapare, nous y sommes pour une fois. Tous les partenaires sociaux du ministère de l'Éducation, nous sommes tous tombés d'accord. Et nous avons demandé une télévision spécialisée, sous tutelle du ministère de l'Éducation, avec un personnel qualifié, formé pour pouvoir dispenser des cours à distance. C'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, je salue les efforts de l'État, je salue les efforts des enseignants et ces professeurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont essayé de rentrer en contact. Que ce soit les écoles privées, les écoles publiques. Privé ou public. C'est-à-dire que privé, j'ai pas beaucoup de contacts avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous permettent pas de s'organiser. Je peux dire que toutes les écoles, je peux dire une chose, les lycées sont structurés. L'ensemble des lycées algériens disposent d'une association de parents d'élèves. Très bien. L'ensemble des ICEM disposent d'une association de parents d'élèves. Le primaire, nous sommes à peu près à 80%. On a beaucoup de problèmes avec les directeurs des chefs d'établissement du primaire parce qu'ils ont un problème aussi, parce qu'ils dépendent aujourd'hui du président d'APC. Le président d'APC, il nous voit comme étant des perturbateurs et des gens qui viennent rentrer dans les 18 mètres. Donc c'est comme on devient un système de contrôle, un système de trucs, donc ils ne nous acceptent pas. Mais les écoles privées sont rares, où des écoles privées sont organisées. Il m'est arrivé de faire des assemblées générales, de structurer, mais après, il n'y a pas de suite. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans la même souffrance que les écoles publiques et la même préoccupation que les écoles publiques. Alors, ce qui est extraordinaire, où je le dis et j'assume, je me suis déplacée à plusieurs reprises dans différentes écoles privées. J'ai aucun problème. Privé, il est là normalement pour soulager le public. Bon, ça devient un problème de moyens. Les enfants, les parents choisissent, soit ils ont les moyens, soit parce qu'ils travaillent tous les deux, ils n'ont pas... Ou laisser leurs enfants. Ou laisser leurs enfants, et je comprends. Voilà. Je comprends. Les femmes aujourd'hui, je comprends, je suis solidaire. Mais quand je leur demande de s'organiser, ils ont peur. Ils ont peur des représailles. Ils ont peur parce que le chef d'établissement va croire que c'est moi, ou c'est moi le perturbateur ou la perturbatrice. Mais non, c'est un droit. C'est un droit. Et il est dit clairement, c'est une loi qui nous permet d'être dans toutes les écoles et j'encourage l'ensemble des parents qui suivent aujourd'hui dans votre émission de s'organiser, parce que quand on est organisé, on peut intervenir, on peut participer, on peut organiser des cours, on peut porter la voix de l'enfant. On est là pour défendre les intérêts de l'élève, on est là pour compléter, pour être l'intermédiaire de l'État, pour être l'intermédiaire entre l'élève, le parent et avoir son mot à dire aussi dans tout ça. Donc c'est dommage qu'au niveau des établissements privés, on n'a pas beaucoup de succès. C'est dommage, parce que ça aurait été, par exemple, aujourd'hui, beaucoup, on l'a vu à travers les journaux, des articles, beaucoup se plaignent peut-être du remboursement de certains cours qui n'ont pas été donnés. Donc ça coûte cher pour certaines personnes. Honnêtement, on m'a saisi. Honnêtement, on m'a saisi. J'ai reçu beaucoup de demandes, beaucoup de doléances. Beaucoup de parents se sont rapprochés de moi. On m'a demandé d'intervenir. Maintenant, moi, ce que je leur dis, c'est la première fois que je parle de ce sujet, parce que j'ai refusé de faire des déclarations, parce que c'est un choix. Le parent a choisi. Le parent a choisi d'aller vers une école privée. C'est un choix. En allant vers une école privée, l'école privée aussi, elle ne vit que de ça. Donc, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire واحد عنده حق وواحد معذور. Donc moi j'ai toujours dit il faut trouver la solution à l'amiable. Il faut couper la poire en deux.
Négocier. Absolument. Et il ne faut pas que l'école... Parce qu'il y a des enseignants, si on veut les garder. Bien sûr. Si on veut les garder. Pouvoir les payer, pouvoir les rémunérer. Il faut les payer, les rémunérer. Voilà. Donc, il faut quand même se dire que l'établissement, s'il doit fonctionner, il faut qu'il ait des entrées d'argent. Le parent également. Bien sûr. S'il ne travaille pas, s'il a des problèmes, l'élève n'a pas fait ses cours, donc on ne peut pas lui demander la totalité. Voilà. Donc, moi, je dis... C'est un débat, hein. On aura l'occasion de... Il faut couper la poire en deux. Tout à fait. Il faut couper la poire en deux. Vous l'avez bien dit. Il faut être solidaire. Tout à fait. Nous sommes dans un état d'exception. Et à chaque problème a une solution. Très bien. Merci beaucoup, Madame Djamila Khia. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Également. vous parler avec votre cœur. Également. On est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, ce moment. Beaucoup. C'est un plaisir. Comme toujours, on aura l'occasion d'en reparler peut-être avec d'autres personnes concernées, peut-être par les écoles privées. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, les débats que nous avons menés avec nos invités. Excellente journée à vous tous. En attendant, demain, on se retrouvera à partir de 8h30. Au revoir et bonne journée. Merci. Voilà.